Est-ce qu'on peut y aller? Oui, On avait dit, on y va? Alors, C'est d'abord, parti. je suis très heureuse de revoir vos têtes parce qu'on est vraiment en manque et de se voir dans les rencontres annuelles ou régionales et de pouvoir s'embrasser, se serrer dans les bras comme on le fait souvent. Et puis aussi très, très heureuse d'accueillir Massimo. J'ai compris par Myriam et Massimo que Massimo il dira lui-même, va s'envoler quand le Covid le permettra vers Montréal. Et donc, comme vous étiez assez disponible là, ben voilà, on a profité de votre présence. Et donc, on va parler des recherches des pistes thérapeutiques dans le monde, mais à partir du topo qui a été fait par Farah au mois d'octobre et que l'on a traduit à plusieurs. Myriam avait contribué aussi à ce topo et il a été relu par Myriam, Hélène et Massimo. Juste une proposition, Massimo, c'est de vous présenter à tous ceux qui ne vous connaissent pas avant de démarrer. D'accord, ok. Bon, avec plaisir. Donc, je suis de formation neurologue. J'ai toujours fait de la recherche en plus que mon activité clinique et l'ataxie de Friedreich a été un peu un sujet de recherche pour moi à partir des années 80. Donc, c'est une longue histoire, commencée par la biochimie et puis la génétique, puis il y a eu la grande collaboration internationale, en particulier avec Michel Koenig, que vous connaissez, qui a amené à la découverte du gène et de la mutation sous-jacente, en particulier en 1996. Depuis, j'ai continué une activité de recherche fondamentale aussi sur l'ataxie de Friedreich, mais de plus en plus, je me suis aussi orienté sur les aspects qui, à l'heure actuelle, on appelle translationnels, c'est-à-dire de passer de résultats de la recherche fondamentale à des applications cliniques. Évidemment, la première, après la découverte du gène, était le diagnostic, la meilleure compréhension des rapports entre la mutation et les caractéristiques, ce que nous appelons le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques cliniques des sujets atteints d'AF. Et puis, avec le temps, de plus en plus, essayer de comprendre quels sont les mécanismes fondamentaux qui amènent à la pathologie et donc d'identifier des cibles possibles pour des thérapies. Tout ça doit évidemment avoir à côté un aspect de recherche clinique visé à comprendre mieux comment la maladie évolue, quelle est ce qu'on appelle son histoire naturelle, et identifier aussi quels sont les paramètres que nous pouvons essayer de mesurer, parce que c'est effectivement quelque chose qui doit être quantitatif pour nous rendre compte de l'évolution de la maladie et donc d'avoir ce que nous appelons de mesures, enfin de résultats à utiliser dans les essais cliniques. Donc, voir que quelque chose que normalement change d'une certaine manière et malheureusement pas dans le bon sens. Par exemple, après l'utilisation d'un traitement, va changer un peu moins dans le mauvais sens ou même va se stabiliser ou peut-être même aller dans le bon sens. Et nous avons besoin de comprendre bien, de faire vraiment une compréhension de l'histoire naturelle et une bonne évaluation de tout ça, y compris ce que nous appelons des biomarqueurs, donc des mesures. Mais tout ça, on va en parler dans la présentation. Je veux juste vous dire que après avoir laissé Houston, où on a fait, disons, le travail d'identification du gène, j'étais 5 ans à Montréal, où j'ai fait surtout de la recherche, mais aussi j'ai recommencé à faire de la clinique. Et c'est là que j'ai connu et suivi pour quelques ans Claude Saint-Jean, que peut-être quelqu'un parmi vous connaît. Et puis, depuis 2000 ans, je suis à Bruxelles, où j'étais le chef du service de neurologie de l'hôpital universitaire
de l'Université libre de Bruxelles, mais toujours avec une partie protégée de mon temps pour continuer la recherche dont je vous ai parlé. Et finalement, depuis quelques ans, je collabore aussi avec des industries qui sont en train de développer des traitements pour l'ataxie de Friedreich. Et finalement, vu qu'ici, ils m'ont remis à la retraite, j'ai décidé de voir si c'était possible un retour à Montréal, chose qui heureusement est possible. Et donc, à partir du début de l'année prochaine, la date exacte, je ne sais pas vous le dire, je serai de retour là-bas, où j'aurai un poste de professeur à l'Université McGill et aussi, évidemment, une charge hospitalière et une activité de recherche clinique à l'unité de recherche clinique de l'Université McGill. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et à partir de maintenant, je vais... non, Charles, attends 2 secondes. J'ai oublié de dire qu'était présente Myriam Rai, que j'appelle Myriam, tu es là, toujours le bras droit de Massimo pour nous et quelqu'un de très très proche. Bonjour Myriam, très proche de nous, juste avant de commencer. Bon, Hélène, je ne crois pas qu'elle soit là. Hélène Puccio, je ne l'ai pas vue. Elle allait essayer d'être là. Je dois souligner qu'il y a donc Brigitte Soudry avec une partie de son équipe de Oui, on l'a vu tout à l'heure avec un masque. Et pour terminer, si j'ai oublié personne dans les professionnels, Stéphanie Borel, et si ce n'est pas Stéphanie, c'est son étudiante. Donc Stéphanie Borel, nous démarrons des recherches en ORL et tout ce qui est orthophonie. Oui. Bonjour, c'est Oui, Stéphanie c'est qui est là. moi. Bonjour. Non. Et mon étudiante est là aussi, c'est Keren Chiche. Vous êtes là tous les deux. C'est Bonjour. Dans la mosaïque. Donc, on travaille sur tout ce qui est orthophonique, élocution, etc. Vous avez peut-être déjà lu des recherches et ça va se poursuivre à l'ICM, à la Pitié. Voilà, merci. Voilà, c'est terminé, j'ai fini. Merci, merci. Donc ici, je vais partager mon écran. Voilà. Pardon. Donc voilà, les slides de présentation, c'était un rappel de biologie, donc que je vais passer, mais très rapidement, parce que normalement, vous l'avez tous eu. Si ça veut bien passer. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc le but, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'était de pouvoir mieux comprendre la maladie, pour mieux comprendre les pistes de thérapie qui vont essayer d'être élaborées. Le contexte général, c'est de rappeler que notre corps, il est formé d'organes et de cellules. Au sein de ces cellules-là, il y a un noyau qui renferme le patrimoine génétique que nous avons tous. Le patrimoine génétique est régulièrement représenté sous forme de chromosomes. Donc, nous en avons 23 paires, la 23e paire étant la fameuse paire sexuelle. Là, on explique rapidement qu'en fait, l'ADN, le DNA en anglais, est en fait composé de 4 lettres. Donc, en fait, tout le génome est toujours composé de 4 lettres et c'est ce génome-là qui va écrire les gènes et les gènes vont pouvoir coder, donner en fait la recette pour pouvoir fabriquer des protéines. Et la protéine qui nous manque dans notre maladie, c'est la frataxine. Là, c'est une présentation, encore une fois, de l'ADN. Et ici, on explique simplement comment, au départ de l'ADN, qui est renfermé dans le noyau, et cet ADN, en fait, est très précieux, donc il ne peut pas sortir du noyau. Donc, en fait, le corps va transcrire, va copier cet ADN-là sous forme d'un messager. Et ce messager peut quitter le noyau pour aller dans l'usine de fabrication des protéines qui s'appelle le ribosome. Et donc là, nous avons une chaîne déjà qui se forme, donc avec une première étape qui est la transcription et le passage du mRNA en protéines se fait au niveau du ribosome, on appelle ça la traduction. C'était ça le petit rappel de biologie que je voulais faire, mais vous aviez normalement eu tous ces slides lors de votre inscription. Et maintenant, je passe la parole à Massimo. Okay. Donc, merci, on passe à la suivante. Alors, il y a un point très important à souligner ici.
C'est-à-dire ces codes de l'ADN, donc ces successions de lettres, de 4 lettres, hein, selon certaines règles qu'on appelle les codes génétiques, va déterminer la succession des composants des protéines, que ce sont les acides aminés, n'est pas continu. C'est-à-dire, dans un gène, disons donc dans les morceaux d'ADN qui contiennent l'information pour faire une protéine, cette information n'est pas du début à la fin toute là. Il y a des interruptions. C'est-à-dire, il y a des régions de l'ADN dans lesquelles qui ne contiennent pas de l'information pour faire des protéines et qui sont intercalées, si vous voulez, entre des régions qui contiennent cette information. On appelle la partie d'un gène qui forme, disons, l'ARN qui sera puis traduit, on utilise ce terme en protéines, on appelle les exones. Et on appelle ces interruptions, ces parties qui ne sont pas codants pour la protéine et qui sont en fait exclues de l'ARN une fois qu'après un processus de maturation, on appelle les introns. Et les introns, bon, contiennent beaucoup de choses parce qu'auparavant, on pensait qu'il était juste de la junk DNA, on disait, c'est-à-dire de l'ADN qui ne sert à rien, qui va juste prendre de la place. D'abord, cette place est un peu beaucoup parce que dans notre génome, peut-être 1% est fait par les exones codants et le reste est fait par de l'ADN qui est intercalé entre les gènes ou par les introns. Donc, penser qu'il n'y a pas de fonction est vraiment un peu... c'était pas approprié. Et en fait, il y a à l'heure actuelle beaucoup de fonctions qui ont été découvertes pour cette partie de l'ADN, y compris sa capacité de produire des ARN à fonction régulatrice. Alors, qu'est-ce que se passe dans l'ataxie de Friedreich et pourquoi il a fallu tellement de temps pour trouver la mutation qui est à la base? Le fait que la mutation se trouve dans un intron, c'est-à-dire dans cette partie du gène codant pour la frataxine qui ne contient pas l'information pour faire la frataxine, mais qui est intercalée entre deux régions qui contiennent cette information. Et en fait, c'est le premier intron. Donc, il y a un premier morceau du gène qui code pour le début de la frataxine, et puis il y a cette séquence intercalée, cet intron, et puis il y a de nouveau un morceau qui contient un petit peu le suivi de l'information pour faire la frataxine. Alors, ces introns contiennent beaucoup de choses, y compris des séquences que nous appelons des séquences répétées. Et c'est à l'intérieur d'une de ces séquences répétées que la mutation se cache. La mutation, c'est quoi? Normalement, dans cette région, il y a une petite séquence qui se fait GAA, c'est les 4 lettres qui forment l'ADN, c'est la guanine, l'adénine, la cytosine et la thymine, qu'on abrébie en G, A, T et C. Et donc ici, la séquence est GAA, GAA. Normalement, cette séquence est répétée 8 fois dans la plupart des chromosomes. Il y en a certaines qui contiennent 9, 10 répétitions, rarement le double, 18, 20, très, très rarement 30 ou plus. Et bon, cette répétition ne fait rien de spécial, apparemment. Ces longueurs n'a pas d'effet connu, disons, jusqu'à l'heure actuelle. Dans le cas de l'ataxie de Friedreich, pour des raisons qui nous échappent exactement, il y a eu un événement dans quelqu'un de nos ancêtres qui a amené probablement d'abord à une duplication de cette séquence et puis à son expansion. Et donc ici, on ne retrouve pas 8 fois, 10 fois ou 20 fois GAA, on le retrouve 100 fois, 500 fois, 1000 fois, beaucoup plus. Pas un peu plus, vraiment 10 fois plus, 100 fois plus. Ceci s'est passé probablement une seule fois dans l'histoire de l'humanité parce que cette mutation est traçable dans un, disons, au monde européen du Moyen-Orient. On ne la retrouve pas dans les populations originaires d'autres parties du monde. Il y a de petites, disons, signatures génétiques autour de cette mutation qui montrent qu'elle a originé juste une fois. Donc, si on passe à la diapo suivante. Voilà. Quelle est la conséquence de cette mutation? En principe, on dirait qu'elle ne devrait rien faire parce qu'elle se trouve dans un intron, ne va pas affecter
les codes qui servent pour faire la frataxine. Et ça, c'est vrai. Et en fait, c'est un point essentiel aussi pour imaginer des traitements pour cette maladie. C'est vrai, il ne va pas changer la séquence de la frataxine, il ne va pas entraîner une frataxine altérée. Mais ce qu'il va faire va bloquer l'expression de la frataxine. La conséquence de cette répétition exagérée est qu'il y aura beaucoup moins d'ARN qui sera synthétisé, nous disons transcrit à partir du gène de la frataxine, et donc moins d'ARN égale moins de protéines. Le résultat est que par rapport à la quantité d'ARN messager pour la frataxine que vous retrouvez dans disons, dans les sujets qui n'ont pas l'ataxie de Friedreich, on se retrouve avec probablement 5%, 10%, 20%, ça dépend de la longueur de la répétition. Plus longue est la répétition, moins d'ARN on fait, et donc moins de protéines. Et donc on se retrouve avec 6%, 6%, 10%, 20%, disons, de la protéine qu'on retrouve chez les sujets qui n'ont pas l'ataxie de Friedreich. Mais vous savez que l'ataxie de Friedreich est une maladie récessive. Ça veut dire quoi qu'est une maladie récessive? Ça veut dire que les deux parents que nous avons, vous avez vu ça dans la première partie de cet exposé, que nous avons tous deux copies de notre information génétique. Dans les maladies récessives, il faut que la mutation responsable soit présente dans les deux copies. Et donc, les parents, chacun porte une copie mutée et une copie normale du gène. Ces sujets qui sont donc les parents, parfois le frère, les sœurs et les enfants de sujets qui ont une ataxie de Friedreich, ils portent une copie normale, une copie mutée, ils font plus ou moins la moitié, un peu plus que la moitié de la frataxine d'une personne, disons, normale, entre guillemets, et ils vivent très bien avec ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences particulières de ça. Donc, c'est très important de souligner cet aspect. L'ataxie de Friedreich est due dans la grande majorité des cas, et puis on reviendra aux rares cas qui sont dus à des mutations différentes, à cette expansion de cette séquence qui entraîne avec deux mécanismes dont nous allons parler, une diminution de la capacité de ces gènes de synthétiser de l'ARN messager et donc de la protéine. Et dans la diapo suivante, vous avez un petit rappel, un peu, dans la diapo suivante, si. Un peu de ces processus. Le gène contient l'ADN, une copie est faite avec une molécule similaire à l'ADN, mais avec une petite différence qu'est l'ARN. Cet ARN contient à la fois la partie, disons, qui contient l'information par la protéine et l'information et cette partie intercalée. Ces parties intercalées sont éliminées dans les noyaux à travers un processus qui s'appelle l'épissage de l'ARN. Cet ARN sort du noyau et va dans cette usine de synthèse de la protéine qui, ce sont les ribosomes. Là, la protéine est synthétisée, puis il y a cet aspect de, disons, cette chaîne d'acides aminés doit se replier sur elle-même pour donner la structure définitive à la protéine. Dans le cas de la frataxine, il y a une étape supplémentaire parce que la frataxine doit rentrer dans les mitochondries, qui sont des structures particulières de la cellule, après avoir été synthétisée dans le cytoplasme. Dans les diapos suivantes, on va à la diapo suivante. Et donc, voilà, vous pouvez imaginer comme ces répétitions GAA qui sont comme une espèce de ralentisseur sur la route. C'est-à-dire, il y a toute une machine qui copie l'ADN en ARN, on appelle ça le complexe de transcription, et cette machine, dans le cas du gène de la frataxine, est capable de commencer son travail, même si avec peut-être quelques petites difficultés, mais il le commence plus ou moins normalement. Et puis, comme elle commence à avancer, comme elle arrive à proximité de cette répétition, voilà, là, ça va s'arrêter. C'est comme s'il y avait un signal de stop ou, comme c'est écrit au Québec, d'arrêt. Voilà.
Prochaine diapo. Voilà. Alors, c'est formé par quoi ces signaux de stop? Il y a plusieurs mécanismes que nous pensons sont impliqués. Un de ces mécanismes est ce qu'on appelle un R loop. R loop, c'est une espèce de nœud qui est formé par cet ARN qui commence à être synthétisé et l'ADN lui-même. C'est comme si cet ARN se replie sur la molécule qui est dont est la copie et va se réaligner avec elle, va former une structure particulière qui s'appelle R loop. R c'est pour RNA, c'est-à-dire pour ARN. Donc, une espèce de molécule hybride ARN-ADN qui va tout bloquer. Ça, c'est un des mécanismes. Il y a d'autres mécanismes qui ont affaire avec comment l'ADN est stocké dans les noyaux, qui sont associés à de certaines protéines qui sont modifiées de manière de condenser un peu cette structure et donc la rendre encore moins accessible à cette machine qui synthétise l'ARN. Alors, donc, la cause de la maladie est donc une altération de l'ADN, ce que nous appelons une mutation, qui entraîne un déficit de frataxine, finalement. Ça, c'est les résultats. Les résultats qu'on a très peu de frataxine. Alors, on devrait savoir quelle est la fonction de la frataxine pour comprendre pourquoi avoir trop peu de cette protéine cause une maladie. Et il a fallu pas mal de temps pour se rendre compte de quelle est la fonction de la frataxine. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il avait affaire avec du fer, que c'est une protéine d'abord localisée dans les mitochondries, qui sont des petites structures, c'est comme un espèce de centrale énergétique de la cellule. Ce sont des petites structures avec une membrane, deux membranes en fait autour, donc qui sont bien délimitées à l'intérieur de la cellule et qui contiennent, disons, un appareil qui permet d'utiliser l'oxygène et disons, les molécules qui viennent de la nourriture pour les brûler dans un certain sens et comme ça produire de l'énergie. Les mitochondries ont aussi d'autres fonctions, mais parmi ces autres fonctions, ils ont affaire toujours avec la production d'énergie pour la cellule à partir des gras, à partir des hydrates de carbone, donc de sucre, mais aussi avec, par exemple, ils sont capables de contrôler la capacité d'une cellule de survivre et éventuellement de déclencher, s'il y a de gros problèmes, un processus de mort cellulaire. Alors, la frataxine à l'intérieur de mitochondries est impliquée dans la synthèse de ce qu'on appelle les centres fer-soufre. Les centres fer-soufre sont des complexes qui contiennent du fer et du soufre et qui sont nécessaires pour beaucoup de protéines des mitochondries, mais aussi des autres compartiments cellulaires pour fonctionner. Sans les centres fer-soufre, ces protéines ne fonctionnent pas. Et ces protéines ont beaucoup de fonctions différentes. Dans les mitochondries, elles sont principalement impliquées dans la production d'énergie. Donc, il y aura un déficit de production d'énergie dans l'ataxie de Friedreich. Mais cette chose n'est pas sans conséquence parce que, je vous ai dit, les mitochondries utilisent de l'oxygène, finalement, de manière contrôlée, oxydée, et comme ça on produit de l'énergie, les molécules qui dérivent de la nourriture. Si les centres fer-soufre sont essentiels pour faire ça, et s'il n'y en a pas assez, cet oxygène est utilisé de manière partielle. Et donc, il peut-être plutôt que faire le parcours qu'il devrait faire, pourrait être objet d'électrons qui sort, disons, de ces mécanismes et former ce qu'on appelle des déchets d'oxydation, de la radicaux libres.
oxygène mal utilisé, je peux dire. Cet oxygène mal utilisé va devenir toxique. Et la chose est aggravée par le fait que si on n'a pas une bonne synthèse de centre fer-soufre, il y aura aussi du fer dans la cellule qui est mal utilisé, qui n'est pas utilisé pour faire le centre fer-soufre, il va rester là. Et ce fer peut réagir avec l'oxygène et donner donc encore plus de ce qu'on appelle de radicaux libres qui sont toxiques pour la cellule. Et on parle ça de stress oxydatif. On s'est rendu compte pourquoi il y a du fer qui n'est pas utilisé. Parce que la cellule qui n'est pas capable de faire de centre fer-soufre comme il faudrait, va incorporer de plus en plus du fer parce que ces choses sont ressenties par la cellule comme s'il y avait un manque de fer. Et donc, il y a de plus en plus de fer qui arrive, ce fer n'est pas bien utilisé, il va devenir toxique, il va déclencher des processus qui vont évidemment faire mal fonctionner la cellule et puis finalement, on peut même la tuer à travers, par exemple, un mécanisme de mort cellulaire qui s'appelle ferroptose et qui est lié à l'oxydation des lipides déclenchés par le fer. On va à la suivante. Diapo suivante. Voilà, les approches thérapeutiques. Alors, je ne sais pas s'il faudrait peut-être s'arrêter un petit moment ici pour prendre quelques questions avant de passer à la section suivante pour être sûr qu'au moins les concepts généraux ont été bien... et si quelqu'un a des questions, des remarques, des choses qui n'étaient pas claires ou par contre de remarques à faire, peut-être on pourrait prendre des questions. Je ne sais pas, le modérateur, qu'est-ce qu'il dit? C'est Stéphane qui reçoit les questions, normalement. Je ne sais pas si tu en as reçu entre-temps. Non, pour l'instant, les seules questions, enfin, c'est les questions qui avaient été posées au préalable, Massimo. Il n'y a pas eu d'autres questions pendant cette première partie de la présentation. Donc, encore une fois, si vous avez des questions tout de suite, mettez-moi un petit message dans le chat, ou sinon on répondra aux autres questions qui ont été posées, je pense, à la fin de la présentation. D'accord, ok. Bon, j'étais incroyablement clair. D'accord, ok. Alors, je vous ai mentionné pas mal de choses. On n'a pas assez de frataxine, on n'a pas assez de frataxine parce qu'on est capable de faire de la frataxine tout à fait normale, mais pas en quantité suffisante. Donc, une première possible approche qu'on pourrait suivre, est-ce que serait possible de, disons, stimuler la production de frataxine de la part des cellules de quelque manière de modifier ces signaux de stop qu'il y a dans les gènes et de permettre que les gènes soient transcrits, donc que l'ARN messager pour la frataxine soit fait en quantité un peu plus importante, disons suffisante pour assurer un fonctionnement normal à la cellule. Et je vous rappelle que les porteurs, donc les parents, par exemple, de sujets qui ont l'ataxie de Friedreich, font quand même un peu plus que la moitié d'un sujet, disons, qui n'a aucune copie de cette mutation, qui est dans le club 2. Et il se porte très bien. Donc, en principe, on pourrait dire, si on passe de 20%, par exemple, à 60% de la normale, donc si on augmente de 3 fois, on pourrait, par exemple, arrêter la maladie et même peut-être améliorer la situation parce qu'on rentre dans une situation d'expression de la frataxine, disons, suffisante pour toutes les cellules. Alors, comment on peut faire pour établir cette expression de la frataxine? Bon, alors, vous avez vu, il y a ce nœud qui s'appelle le R-loop, mais je vous ai dit aussi qu'il y a des modifications à la manière dans laquelle l'ADN est assemblé avec les protéines dans les noyaux de la cellule, on appelle ça la chromatine, qui donnent aussi des signaux de stop. Et ce sont des signaux, en fait, ce sont des codes qui sont modifiés, probablement parce qu'il y a des protéines qui reconnaissent la séquence GAA répétée trop de fois, et qui vont modifier un peu les histones, donc ces protéines auxquelles l'ADN est lié, et l'ADN lui-même,
de manière qu'il soit silencieux, qu'il soit condensé, qu'il y a ces signaux de stop partout. Alors, nous pouvons essayer de modifier ce code de manière d'éliminer ces signaux de stop, de rétablir de code qui permet l'avancement de la machine de la transcription et donc l'expression du gène. Prochaine diapositive. OK. Alors, comment on peut faire pour éliminer ces codes? Bon, il y a eu des tentatives, on pourra y rentrer, par exemple avec les inhibiteurs d'histone déacétylase. Pour l'instant, ce type de, disons, de recherche thérapeutique est un peu en attente parce qu'il y a eu des problèmes de toxicité, disons, de certaines de ces molécules. Mais une autre approche, c'est un peu, ici, il dit transformer les camions en super camions. Donc, comme une espèce de potentier cette machine qui fait l'ARN, la rendre plus puissante, donc pour permettre de franchir un peu ces obstacles et de continuer à synthétiser l'ARN. En réalité, on a même fait un petit truc. C'est-à-dire, c'était une idée assez géniale à mon avis, le fait de créer des molécules qui vont se lier à l'ADN où il y a la répétition GAA et qui portent des signaux qui permettent à certains facteurs, à certaines protéines qui facilitent l'avancement de ces camions de se lier, comme si les codes étaient différents. Donc, ils vont sans altérer vraiment les codes, vont mettre une espèce de signal surimposé qui est le bon, qui va attirer les facteurs qui permettent à ces camions d'avancer. Donc, c'est un système vraiment génial, je trouve, et a été publié en 2017, a fait un article avec une preuve de principe que ça, on peut faire ça dans des cellules en culture, y compris des cellules dérivées des sujets avec l'ataxie de Friedreich, et différenciées, par exemple, en cellules nerveuses qui sont atteintes par la maladie. Et donc, il y a actuellement une société qui s'appelle... comment s'appelle cette société? Ça va venir. Design Therapeutics, qui est en train de travailler sur ces molécules. Vous voyez un petit peu le modèle ici, hein, qui, pour les rendre, disons, de bons médicaments, c'est-à-dire qui pénètrent facilement dans le système nerveux, par exemple, qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas immédiatement dégradés, etc. Il y a tout un travail à faire pour arriver à avoir une molécule qui a les caractéristiques d'un médicament. Et donc, il y a Design Therapeutics maintenant qui travaille sur ça. Prochaine. Alors, il y a une autre approche qui est cette approche des oligonucléotides. Alors, nous avons mentionné cette espèce de nœud qui est formé par l'ARN qui contient tous ces GAA et l'ADN qui contient les GAA qui va se mettre autour de lui, disons, bloquer de manière vraiment structurelle, si vous voulez, l'avancement de la machine qui fait l'ARN, qui est cette RNA Pol 2. En fait, c'est la polymérase 2 qui, avec toute une série de protéines associées, qui fait l'ARN et qui est bloqué par ces nœuds, par ces R-loops. Alors, il est possible d'utiliser des petits morceaux d'acide nucléique, c'est nous appelons des oligonucléotides, qui vont en fait se lier à cet ARN et vont un peu libérer l'ADN de cet ARN qui s'est lié et qui va bloquer le mécanisme de transcription. Donc, c'est une manière de défaire ces nœuds et donc de permettre l'avancement de la polymérase. Il y a d'autres manières aussi qu'on peut utiliser des oligonucléotides, par exemple, pour stabiliser l'ARN de la frataxine, comme nous allons voir dans la diapo suivante. Donc, on peut l'utiliser donc pour défaire les R-loops, mais on peut l'utiliser aussi
pour permettre aux ARN qui contiennent l'information pour faire la frataxine, l'ARN messager qui finalement arrive chez les ribosomes, dans les ribosomes, et de pouvoir l'utiliser un nombre plus important de fois. Normalement, après avoir été utilisé un certain nombre de fois, cet ARN est détruit. Alors, si on est capable de le maintenir plus longtemps, il peut être recopié, donc il peut diriger la synthèse de la protéine quelquefois en plus, et donc amener une quantité plus élevée de protéines. Et donc, voilà, vous avez ces deux possibles approches par les oligonucléotides. Alors, il y a de nouveau plusieurs sociétés qui sont actuellement, qui travaillent sur le développement d'oligonucléotides. Une de ces sociétés, par exemple, qui s'appelle Exicure, a aussi inventé, si vous voulez, une manière particulièrement efficace de faire rentrer ces oligonucléotides dans la cellule et de potentier leur effet, qui consiste à les mettre à la surface de petites nano, disons, sphères, et que on appelle ça les acides nucléiques sphériques, qui semblent avoir donné des résultats intéressants, disons, au niveau préclinique. Donc, juste pour vous dire qu'il y a aussi des variantes sur ce thème qui sont vraiment à suivre. Alors, l'approche d'apporter directement la frataxine, parce qu'on pourrait se dire, bon, pourquoi essayer de forcer la synthèse de la frataxine? Est-ce qu'on ne peut pas la donner directement? Et en fait, ça a du sens. La seule chose est qu'il y avait une petite difficulté pour faire arriver la frataxine où elle doit arriver. Je vous explique. Vous savez tous que, par exemple, les diabétiques n'en font pas assez d'insuline. Et donc, on leur donne de l'insuline. Et comme ça, on peut compenser pour cette protéine. L'insuline est une protéine exactement comme la frataxine. Ils ne font pas assez. Voilà, on donne de l'insuline et on peut rétablir la normalité. Oui, mais la chose est rendue plus facile par le fait que l'insuline agit à l'extérieur des cellules, porte un signal à l'extérieur des cellules et reconnaît ce qu'on appelle un récepteur sur la membrane de la cellule. Elle n'a pas besoin de pénétrer à l'intérieur de la cellule pour faire sa fonction. Sa fonction se fait à la surface de la cellule. La frataxine, par contre, pour exercer sa fonction de stimuler la synthèse de centrophère-soufre, elle doit pénétrer dans la cellule, donc passer la membrane cellulaire, et puis il doit pénétrer dans les mitochondries. Donc, il y a deux gros obstacles à passer. Et je vous dirais un troisième, c'est-à-dire si la frataxine doit entrer dans le système nerveux central, bon, le système nerveux central est aussi protégé par, disons, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, que c'est particulièrement les petits vaisseaux capillaires du cerveau, ont, si vous voulez, une paroi qui est particulièrement sélective, qui ne laisse pas passer beaucoup de choses. Ça pour protéger notre cerveau et faire effectivement des substances toxiques. Mais bon, ça c'est un obstacle en plus. Et alors, il y a déjà une vingtaine d'années, quelqu'un qui avait proposé que des protéines pouvaient être modifiées d'une certaine manière pour pouvoir passer toutes ces membranes et arriver où elles doivent. Et c'est de les fusionner avec ce qu'on appelle un peptide, un petit morceau de protéine qui s'appelle le TAT. Vous savez d'où viennent ces protéines TAT? Elles viennent du virus du VIH, en fait, du virus qui cause le sida. Bon, et a trouvé effectivement une bonne fonction, je veux dire. On ne va pas de cette manière réhabiliter le virus du sida, mais on a quand même pu exploiter une composante de ce virus. On peut la fusionner à la frataxine. Bon, il y a eu, je voudrais vous dire qu'on avait déjà pensé ça quand j'étais encore à Montréal, il y a vraiment plus de 20 ans. Mais notre labo n'était pas vraiment équipé pour faire ces manipulations sur les protéines, donc on avait un peu laissé tomber. Il y a quelqu'un qui a par contre insisté sur cette approche et petit à petit a démontré que ces protéines, ces frataxines font fusionner en tête, pouvaient effectivement pénétrer dans les cellules et pénétrer en particulier à l'intérieur de mitochondries.
et l'a fonctionné. Démontrer ça dans cellules culture, dans des animaux, et finalement, cette année, en 2020, il n'y a pas juste eu des catastrophes, il y a eu aussi de bonnes choses, parce qu'on a commencé un essai clinique de la première phase d'un essai clinique, c'est-à-dire juste pour voir si ces choses pouvaient être tolérées, s'ils ne donnaient pas de problèmes, etc. Et donc, cet essai est presque terminé, que je sache. Et des sujets ont reçu des injections de frataxine comme les diabétiques reçoivent des injections d'insuline. Et les messages qui ont été très bien tolérés, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'accident. Donc, c'est une approche très prometteuse. On verra ce que va se passer. Voilà, on va à la suivante. Massimo, excusez-moi, oui, il y avait une question de Fabrice sur la diapositive précédente avant qu'on... D'accord, OK. Charles, si tu peux revenir sur la 22. D'accord. Il y avait une question de Fabrice, donc 2 slides précédentes. Charles. Dans l'autre sens. Celle sous les voilà. La question, c'était comment cibler la technique des oligonucléotides uniquement sur la frataxine pour que le recyclage n'affecte pas également les autres protéines. Alors, parce que ces oligonucléotides, alors, c'est un peu le principe pour lequel l'ADN forme une double hélice et pour lequel l'ARN est une copie de l'ADN. C'est-à-dire, si vous avez un filament d'ADN, un brin d'ADN ou d'ARN qui contiennent une certaine séquence, vous pouvez en faire un autre qui contient une séquence qu'on appelle complémentaire. C'est-à-dire où il y a un A dans le premier, vous avez un G dans l'autre, vous avez un T dans le premier, vous avez un C dans l'autre. Donc, il y a cette complémentarité entre A et T et C et G. D'accord? Donc, un G d'un côté, un C dans l'autre, un A d'un côté, un T dans l'autre. Et en fait, si on fait un oligonucléotide qui recopie, qui est complémentaire à la séquence qui dirige la formation de la frataxine, qui n'est pas une séquence au hasard, est une séquence bien spécifique qui contient l'information spécifique pour la frataxine. Ces petits segments d'acide nucléique, que ce sont des acides nucléiques synthétiques en fait, qui ne sont ni de l'ADN ni de l'ARN, ce sont des choses inventées au laboratoire, mais qui contiennent les mêmes lettres, si vous voulez, attachées d'une manière différente. Et ceci peut s'aligner spécifiquement à l'ARN de la frataxine parce qu'ils contiennent une séquence complémentaire à l'ARN de la frataxine. J'espère que c'était compréhensible. Ok, merci. Il y avait une autre question sur la slide suivante, sur la 23. La question, c'est si justement ce TAT, étant donné qu'il existe depuis 20 ans, qu'est-ce qui a empêché finalement que l'essai soit fait plus tôt que maintenant? Parce que, alors, quelques articles de principe qui disaient qu'on pouvait utiliser cette approche pour faire pénétrer une protéine à travers des membranes cellulaires ont été publiés effectivement il y a plus de 20 ans. Il fallait d'abord voir si ça fonctionnait pour la frataxine, il fallait voir comment exactement comment le faire, où mettre cette tête, de quel côté de la frataxine, s'assurer que de cette manière, cette molécule artificielle pouvait pénétrer les membranes cellulaires et arriver dans les mitochondries. TAT cette partie doit être coupée, bien évidemment, pour qu'elle n'empêche pas la fonction de la frataxine. La frataxine doit maturer, on dit, dans les mitochondries. Donc, tout ça, il a fallu le vérifier sur des modèles, sur des cellules en culture. Vérifier ensuite que ça se passe aussi dans un être vivant, donc avec des modèles animaux. Et puis, il faut aussi produire, une fois qu'on est assuré que cette chose a de bonnes chances de fonctionner, il faut la produire en quantité suffisante. Et de nouveau, ça nécessite la mise en place d'un système de production. Ce sont des protéines recombinantes, un peu comme l'insuline qu'on utilise actuellement, qui est recombinante aussi. Voilà, donc il faut du temps pour développer tout ça.
Et ça, vous allez le voir, un peu toute cette approche ont leurs racines dans des découvertes qui ont été faites il y a un certain temps, certaines au moins de ces molécules, de ces approches. Et finalement, il a fallu du temps pour voir s'il pouvait fonctionner dans le cas de l'ataxie de Friedreich, pour mettre à point exactement la technique à utiliser et pour vérifier que ça pouvait fonctionner dans des systèmes modèles avant de penser de passer à l'expérimentation clinique. OK. OK, super. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce point-là, on va encore à la suivante qui a à faire avec le mimétique de la frataxine. Alors ça, c'est aussi une autre chose qui semble être relativement évident. On peut dire, bon, on n'a pas assez de frataxine, on ne peut pas donner quelque chose, un médicament, qui finalement fait la même chose que la frataxine, peut-être ressemble à un petit morceau de frataxine, ou va de toute façon stimuler la même fonction cellulaire que, comme le fait normalement la frataxine. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces frataxine mimetics. Il n'y en a pas encore, je dois dire, mais il y a un certain nombre de laboratoires qui sont des laboratoires essentiellement académiques pour l'instant qui travaillent dessus. Et comme vous voyez, il y en a un peu partout au monde, en Argentine, il y en a au moins 2 en France, il y en a un au Broad Institute qui est à Boston, près de Boston, aux États-Unis. Nous avons, je pense, des espoirs dans ce sens-là, parce que si on peut avoir une petite molécule, un médicament qui peut d'une certaine manière compenser pour la frataxine, peut-être augmenter un peu l'activité qui normalement est stimulée par la frataxine suffisamment pour corriger, disons, le problème, ça serait une manière de traiter la maladie. Une autre approche serait de la remplacer par une autre protéine, mais alors on pourrait se dire pourquoi il faut la remplacer par une autre protéine. C'est plus simple, alors à ce moment-là, de remplacer la frataxine avec la frataxine elle-même. Donc, c'est une approche intéressante. On attend de commencer à voir les premiers résultats de cette approche. On ne les a vraiment pas encore. Suivante. Voilà, la thérapie génique, finalement. Quelle est l'approche de la thérapie génique? L'approche de la thérapie génique est tout simplement de dire, bon, le gène pour faire la frataxine, malheureusement, contient cette mutation, ne fonctionne pas bien. OK, on va donner aux cellules un gène qui fonctionne. Un petit morceau d'ADN qui contient toutes les informations pour faire la frataxine, donc qui peut être recopié en ARN, et cet ARN peut diriger la synthèse de la frataxine. Et voilà, c'est comme de dire, plutôt que forcer des camions pour passer dans cette route qui est bloquée, on peut dire, on offre une alternative, un détour, on met à passer par là plutôt, on vous donne un passage, on va construire un passage qui peut fonctionner. Alors, la thérapie génique, évidemment, implique l'introduction d'un gène dans les cellules. Donc, il implique le fait qu'il faut donner ce morceau d'ADN. Ce morceau d'ADN doit rentrer dans les cellules qu'on cible, donc essentiellement celles qui sont atteintes par l'ataxie de Friedreich, et y rester, évidemment, ne pas être éliminé par la cellule qui se retrouve avec ces morceaux d'ADN, disons, étrangers, si vous voulez. Et aussi, il faut qu'il soit capable de s'exprimer. Donc, il y a actuellement des systèmes qui permettent en principe de les faire, mais ils doivent être encore, disons, mis au point pour fonctionner dans le cas de l'ataxie de Friedreich. Actuellement, l'attention, plutôt que dans l'adénovirus comme montré dans ces diapos, est plutôt vers un autre virus qui s'appelle AAV, Adeno-Associated. C'est un petit virus qui essentiellement ne donne pas de maladies particulières chez les êtres humains.
et qui a cette capacité d'introduire de l'ADN. Et si ce virus est modifié d'une certaine manière, cet ADN est introduit dans les cellules, mais il ne veut pas s'insérer dans le patrimoine génétique, il reste séparé. Ça, c'est important parce que s'il y a un mécanisme d'insertion de cet ADN dans le patrimoine génétique, il peut faire des dégâts. Et il y a eu des cas de cancer, par exemple, au début des années 2000, liés à cette raison avec les premières tentatives de thérapie génique. Donc, ça, c'est un système, par contre, qui permet de garder cet ADN séparé de cellules et cet ADN reste là, n'est pas expulsé par la cellule, il reste actif, il peut diriger la synthèse de l'ARN, surtout dans des cellules qui ne se reproduisent pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, dans l'ataxie de Friedreich, ce sont des cellules qui ne se reproduisent pas, qui sont les cellules qui souffrent. Ce sont les cellules du cœur, les cardiomyocytes, on les appelle, qui ne se reproduisent pas normalement. Et ce sont les cellules nerveuses qui aussi ont, disons, en première approximation, mais largement, ce sont des cellules pérennes qui ne se reproduisent pas. Et donc, il n'y aura pas de dilution de cet ADN, il va rester là, il va diriger la production de la frataxine. Alors, on sait ça, pourquoi on n'y est pas encore? Parce qu'il faut il faut modifier ces virus de manière qu'ils puissent arriver dans les cellules cibles. Et ça, c'est pas banal. Idéalement, on voudrait par exemple faire une injection endoveineuse de ces vecteurs, on l'appelle, et cibler toutes les cellules atteintes par l'ataxie de Friedreich. Mais alors, il faut quelque chose qui soit capable de passer du sang vers, par exemple, le système nerveux. Et la plupart de ces virus, les premiers qu'on connaissait, n'étaient pas capables de le faire. Donc, il faut les modifier, il faut être sûr qu'on fasse la bonne quantité de frataxine, assez, mais pas trop, parce qu'il y a, par exemple, le labo de Len Puccio a déjà démontré qu'un excès de frataxine peut être toxique pour certaines cellules. Donc, il faut que la chose soit faite correctement. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore, mais j'espère on y arrivera tôt. Alors là, vous voyez dans ces diapos qu'il y a un certain nombre de centres académiques qui sont financés par la FAR, qui font ce type de recherche. En Australie, aux États-Unis, Cornell et University of Florida. Il y a aussi l'University of Pennsylvania, maintenant, qui a lancé un projet comme ça. Et il y a évidemment apparemment au moins 7 sociétés industrielles donc, qui sont engagées dans ces projets et encore plus ou moins 3 qui voudraient se lancer dans tout ça. Donc, vous voyez que là, l'activité est vraiment importante et on espère pouvoir, dans un futur proche, pouvoir finalement essayer ça en clinique. Vous savez que des approches de thérapie génique ont déjà été utilisées et l'ont fonctionné dans des maladies similaires, comme par exemple dans une maladie qui s'appelle l'atrophie musculaire spinale, dans laquelle on se retrouve dans une situation similaire. Les mécanismes sont différents, mais à la fin, on se retrouve avec des cellules qui ne font pas assez d'une certaine protéine. Dans ce cas, ça s'appelle une protéine qui s'appelle SMN. Et la thérapie génique permet à ces cellules de faire assez de protéines. Alors, la question, évidemment, avec l'SMA, cette maladie, l'atrophie musculaire spinale, c'est une maladie de la petite enfance, finalement. C'est déjà la naissance ou peu après la naissance que la maladie se déclare dans sa forme plus sévère. Et ce sont des enfants qui, s'ils ne sont pas traités, ils n'arrivent même pas à leur 2e anniversaire. Donc, disons, la situation était un peu plus facile. Je ne veux pas dire qu'elle était facile, mais quand même, la diffusion de ces vecteurs chez les nouveau-nés est plus facile que plus tard dans la vie. Ils passent plus facilement dans le système nerveux. Il faut en donner moins parce qu'un nouveau-né pèse quoi? 3 kilos et un adulte, même pas trop gros, pèse au moins 10 fois plus. Donc, même la production était plus facile, si vous voulez. Donc,
Mais finalement, on a désormais des preuves dans d'autres maladies qui partagent, disons, cette insuffisante production de quelque chose qui peut être compensée par la thérapie génique, y compris maladies neurologiques. Il y a des difficultés aussi. Ces virus peuvent donner des réponses immunitaires. Ces réponses immunitaires parfois peuvent être dangereuses. Il faut trouver une manière de les prévenir, mieux que de les traiter, mieux encore de les prévenir. Il y a des sujets qui portent des anticorps déjà parce qu'ils sont rentrés en contact dans leur vie avec ces virus et qui pourraient, par exemple, être réfractaires à ces traitements, éliminer les virus comme ils viennent d'être injectés. Donc, il y a quand même encore des obstacles, mais on y avance, je pense. Et voilà. Prochaine. Il y avait une question, excusez-moi Massimo, il y avait une question sur la partie thérapie génique. Vous avez dit c'est pour un futur proche, donc les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut appeler futur proche. Est-ce qu'on peut préciser un peu futur proche? Alors, je ne vous cache pas que j'étais un peu sur la vague parce que honnêtement, je ne sais pas. Alors, si je dois donner immédiatement ici une disclosure, comme dit ça en français, donc le fait que je collabore avec une société qui fait la thérapie génique qui s'appelle Voyager Therapeutics. Donc, je connais un peu tous leurs secrets que malheureusement je ne peux pas raconter. On avance, mais c'est extrêmement difficile de dire quand on pourra vraiment passer à la clinique parce qu'il y a toujours des points d'interrogation, des choses qui peuvent tout peut aller bien et par contre, on peut avoir des difficultés inattendues. Donc, c'est difficile. Quand je parle de futur proche, je dis au bout de quelques ans. Je ne peux pas dans des 10 ans, mais je ne sais pas si ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que c'est cet ordre de grandeur, mais je ne peux pas aller plus loin vraiment à ce moment-là, être plus précis. Ça me fait venir, quand on essayait d'identifier les gènes de l'ataxie de Friedreich, il y avait une dame avec un enfant atteint de la maladie qui s'appelait Rochelle Litke. Je ne sais pas si quelqu'un a jamais connu Rochelle. Je parle d'il y a un quart de siècle au moins. Elle est décédée ensuite. Elle a eu un accident vasculaire cérébral quelques années après. Rochelle m'appelait quand j'étais à Houston, disons tous les jours au moins, si pas plusieurs fois par jour. Chaque fois, elle demandait quand vous allez identifier les gènes. Quand vous allez trouver ces gènes. Et vous savez, il me demandait si je pouvais lui dire combien de temps encore il aurait fallu. 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, où on était. Chaque fois, je disais, Rochelle, je ne sais pas, I don't know. On y travaille, ça peut arriver tôt, ça peut arriver tard. Je pense qu'on y est presque, mais ça va prendre encore un peu de temps. Et alors, moi, je vois un peu la même chose avec maintenant la thérapie génique ou d'autres traitements, mais quand ça va arriver, je ne sais pas. On y travaille, on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera et que ce n'est pas 10 ans ou très longtemps, mais je ne sais pas vous donner une date précise. Bon. Ok, ça marche. Il y avait une autre question sur la thérapie génique de Stéphanie. Donc je lis la question. Un essai de thérapie génique va commencer pour la myopathie de Duchenne. Si les résultats s'avèrent positifs, est-ce que cela peut favoriser ou faciliter la thérapie génique pour l'AF? Alors, la thérapie génique, en fait, a déjà été utilisée pour un certain nombre de maladies. Par exemple, pour certaines dégénérescences de la rétine, donc au niveau oculaire. En fait, disons, au niveau maladie neurologique, on a la première expérience a été avec cette maladie qu'on appelle l'atrophie musculaire spinale, qui est une dégénérescence de neurones moteurs, de cellules qui dans nerveuses qui dans la moelle épinière contrôlent la contraction des muscles. Donc, ce sont des enfants dont les muscles deviennent rapidement atrophiés, ils sont paralysés, finalement ils meurent très tôt avec la forme plus sévère de la maladie. Il y a des formes de différentes sévérités. Mais bon,
Là, donc, on a déjà ces démonstrations, on a déjà des maladies musculaires qui sont traitées pour lesquelles il y a de la thérapie génique à l'étude, comme la myopathie centronucléaire, par exemple, avec de bons résultats, je dois dire, mais aussi avec des difficultés qui commencent à sortir, des patients qui ont des réactions immunitaires. Il y a eu malheureusement même des décès, peut-être des gens qui avaient plusieurs, disons, qui avaient des atteintes sévères de plusieurs organes, donc ce n'est pas vraiment les cas de la plupart de ceux qui ont l'ataxie de Friedreich, mais disons, il faut faire un peu attention. Donc, oui, je pense que plus on a d'expérience et plus on réussit à traiter des maladies, mieux nous avons d'informations pour partir avec de la bonne manière, disons. Mais sans doute, même sans attendre d'avoir une thérapie génique, disons, approuvée pour la Duchenne. Duchenne, en plus, et d'autres maladies, il faut considérer que la cible, les muscles squelettiques est plus facilement, on peut arriver plus facilement aux muscles squelettiques que au système nerveux-cervellé. À cause de cette fameuse barrière hématoencéphalique, etc. Donc, oui, tout ça nous aide, nous donne de l'expérience. L'hémophilie est déjà traitée avec la thérapie génique. Par exemple, là, il faut arriver au foie, qui de nouveau, c'est un peu plus facile. Mais là aussi, on a appris beaucoup de choses sur les effets, par exemple, de réponse immunitaire. Donc, toute l'expérience est précieuse et nous permet d'avancer. Alors, finalement, ces diapos montrent la capacité de faire ces editing, gene editing, on l'appelle, en utilisant ces systèmes CRISPR-Cas9. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'est une manière de cibler très précisément dans un gène ou dans une partie d'un gène un enzyme qui s'appelle CCCAS9 qui va couper l'ADN. Et ce ADN ensuite il est réparé et si on va le cibler de nouveau en utilisant ce qu'on appelle des ARN guides qui sont complémentaires à la séquence qu'on essaie de cibler, donc on peut les cibler avec extrême précision. On peut couper d'un côté et dans l'autre de la répétition GA, l'éliminer et donc voilà, réparer la mutation entièrement. Alors, on sait faire ça dans des cellules en culture. Oui, c'est très intéressant. Je pense que si on est un peu plus loin que dans la thérapie génique de remplacement, disons celle que nous venons de voir, nous sommes ici un peu plus loin de pouvoir vraiment traduire ça en une approche thérapeutique utilisable en clinique. Il y a plusieurs raisons. Il y a toutes les difficultés de la thérapie génique. En plus, il y a des difficultés de s'assurer. Parce que je dis c'est extrêmement précis, mais ce n'est pas 100% précis. On ne veut pas faire des dégâts ailleurs dans le génome. Il faut s'assurer que ça soit suffisamment efficace. Bon, cet enzyme Cas9 est un peu gros, donc il faut utiliser d'autres enzymes pour les mettre dans des vecteurs. Donc, il y a toute une série de difficultés techniques, mais je pense que c'est une approche intéressante. Là, je suis un peu plus, disons, peut-être on verra son application dans le cas de l'ataxie de Friedreich, mais je le verrai un peu plus loin que la thérapie génique de remplacement. Voilà. OK. On va continuer. Oui, alors peut-être j'ai peut-être quelques questions que je vais récupérer un peu avant qu'on passe au dernier chapitre qui ont été posées précédemment. Il y avait une question de Solange avant qu'on passe au dernier chapitre. Donc, en dehors du Mnesis, est-ce qu'il existe un autre médicament pour ralentir la maladie, en particulier les tremblements? Alors, d'abord, nous avons actuellement une série de plusieurs, on va les voir maintenant, le développement des essais cliniques récentes qui nous montrent des pistes de médicaments qui probablement, qui semblent donner une réponse, un bénéfice. Et donc, la réponse est que malgré qu'il n'y a pour l'instant aucun médicament
qui a, disons, approuvé comme traitement de fond pour l'ataxie de Friedreich, on en a certains qui pourraient l'être prochainement. Mais il faut encore des essais cliniques. Les tremblements, ça c'est intéressant parce que typiquement les patients, les gens qui ont l'ataxie de Friedreich ne tremblent pas trop. Il y a certaines formes d'ataxie que si vous voyez par exemple quelqu'un qui se touche le nez, les doigts fait comme ça. C'est pas vraiment ce qu'on voit dans l'ataxie de Friedreich. On voit plus une imprécision du mouvement, hein, des oscillations plutôt qu'un tremblement comme ça. Mais donc, les concepts j'interprète ça plutôt comme une espèce comme le fait d'être capable de corriger cette imprécision de mouvement. Le mnésis, malheureusement, on n'est pas arrivé à démontrer que ce soit vraiment efficace dans les essais cliniques. Peut-être il y a quelqu'un qui peut en bénéficier, mais en général, les essais cliniques ont été malheureusement négatifs avec ce médicament. Donc, si on passe un peu à la diapo suivante, on peut mentionner ce qui semble avoir donné un bénéfice dans les essais cliniques plus récents. Alors, si c'est juste un petit rappel, nous avons vu essentiellement le traitement de fond qui devrait corriger le problème à la base, donc rétablir un niveau de frataxine normal ou remplacer la frataxine avec quelque chose qui fonctionne comme s'il était de la frataxine. Et là, ce sont un peu les choses que nous venons à voir actuellement. Ici, vous voyez autre chose, par exemple, l'utilisation de cellules souches. Là, je dirais, il n'y a pas énormément de recherche active actuellement. L'idée serait de faciliter la survie des cellules souches. C'est une longue histoire, mais disons, ils peuvent remplacer des cellules perdues, mais ils peuvent aussi favoriser la survie des cellules atteintes par une maladie. Je pense que là, il y a des difficultés qui sont encore plus importantes que dans le cas de la thérapie génique. Donc, il y a des équipes qui travaillent, mais ce n'est pas de nouveau pour le futur proche, parce que vous avez compris ce que je veux dire comme futur proche. Et puis, vous voyez qu'il y a toute une série de traitements que vous voyez là dans les cases plus en bas, qui ciblent ce qui se passe à cause du fait qu'on n'a pas assez de frataxine. Donc, on peut dire, d'accord, pour l'instant, on travaille pour rétablir le niveau de frataxine, mais en attendant, on ne peut pas essayer de limiter les dégâts. C'est-à-dire pas assez de frataxine, déficit de centre fer-soufre, stress oxydatif, etc., dégénérescence cellulaire. On ne peut pas intervenir à ces niveaux et voir comme ça on peut ralentir déjà la maladie, même donner peut-être une amélioration au moins transitoire, en attente d'avoir ces fameux traitements radicaux, disons. Et là, vous voyez, par exemple, c'est le RTA 308, donc c'est ce médicament qui a été testé dans cette étude qui s'appelle MOXIE, par une société Reata, qui a été conduite essentiellement aux États-Unis, mais aussi dans certaines cités européennes, et qui a donné un résultat positif, c'est-à-dire leur médicament qui s'appelle Omavelaxolone, celle-ci c'est juste l'abréviation, mais Omavelaxolone, OMAV, semble fonctionner. Il cible un peu la réponse, c'est de potentier la réponse au stress oxydatif de la cellule. Le diméthylfumarate DMF que vous voyez là dans le même rectangle est une molécule utilisée déjà pour le traitement de la sclérose en plaques qui pourrait avoir des caractéristiques similaires. Et il y a maintenant un essai qui est planifié à Naples, en Italie, pour voir si ça peut donner un bénéfice aussi dans l'ataxie de Friedreich ou quelque chose de similaire à ce qu'on a retrouvé avec l'OMAV. PTC 743 est un médicament qui ressemble l'amnésis, si vous voulez. C'est un peu dans la même idée de potentier la production d'énergie cellulaire et d'avoir un effet antioxydant. Et ART001, c'est de nouveau un antioxydant.
Donc, Massimo, excusez-moi, quand on est sur cette rectangle, on a eu une question préliminaire justement sur Reata ou sur l'OMAV. oui. La question, c'était une question d'Evelyne, c'était pourquoi est-ce que cette découverte n'a pas abouti? Alors, Je pense que c'est par rapport aux discussions avec la FDA. Ouais. oui, voilà, c'est pas vrai que cette découverte n'a pas abouti. Je pense qu'il y a eu un essai clinique et cet essai clinique a été positif. Alors, pourquoi l'FDA n'a pas disons, s'est pas contenté de ça et a demandé de faire un nouvel essai, parce que c'est ça un peu la situation. C'est parce que, bon, sans rentrer vraiment dans des aspects très techniques, disons que l'évidence est là, mais il voudrait une évidence plus forte. Disons. Il y a, disons, plusieurs points de discussion pour comment l'essai a été conduit. Par exemple, il y a eu 2 phases et les objectifs ont un peu changé dans la première à la deuxième phase. Il y a eu cette question du pied de Pescavus. Hein, ils ont voulu d'abord conduire l'étude clé, disons, sur des patients qui n'ont pas le Pescavus, mais il en a inclus un petit nombre dans lequel l'effet a été un peu plus mitigé. Alors, comment on va régler ça? Est-ce c'est quoi la question de voir les pieds creux ou pas? Ça peut être tout simplement un signe d'avoir une maladie moins sévère, l'effet de ne pas l'avoir. Alors, c'est un médicament qui fonctionne peut-être sur ceux qui ont une maladie un peu moins sévère. Ce sont encore un certain point d'interrogation et je pense que c'est pour ça que l'FDA a voulu, a demandé davantage d'informations avant d'approuver ces médicaments. Ça arrive, je ne peux pas vous dire que c'est la première fois et je pense que l'intention de Reata, c'est de le faire, cet essai finalement. Et donc, ça sera probablement déjà lancé cette année, l'année prochaine, disons, 2021. Il y avait une autre question qui était un peu liée par Fabrice. Je lis la question. Lors de la dernière présentation publique en octobre du Dr Lynch, de David Lynch, il avait dit qu'il devait présenter d'ici la fin de l'année les résultats d'évolution au-delà des 48 semaines pour les personnes qui ont reçu le traitement. Est-ce que vous auriez de nouveaux résultats concernant cette étude? Et si oui, comme pour FREM, est-ce qu'il y aura une suite à ce projet, donc soit la mise sur le marché ou phase 3? Alors, je ne l'ai pas encore cette information. Je sais qu'il avait annoncé ça. La question est que l'FDA a dit clairement qu'il veut une autre étude clinique contrôlée, randomisée, en double aveugle, etc., et qu'il ne sera pas satisfaite avec le résultat juste de l'extension de l'étude. L'extension, que vous savez, est une extension ouverte, le médicament est donné à tout le monde. Et donc, oui, ça donne des informations supplémentaires, bien sûr, mais l'FDA veut une autre étude randomisée en double aveugle. Ça, c'est comme ça. Alors, c'est mieux de ne pas trop se bagarrer avec eux parce que il faut toujours garder de bons rapports et je pense que c'est pour ça que Reata, finalement, après avoir été un peu irrité au départ, ils ont décidé de procéder avec notre étude. Ils vont bien sûr négocier avec l'FDA qu'est-ce qu'ils s'attendent de cette étude, quel type de résultats, quels sont les objectifs et tout ça. Et c'est toujours mieux de négocier bien clairement avant d'entamer une étude avec cette agence régulatrice pour savoir bien comment il faut le faire et ne pas avoir de surprises après. Ici, vous voyez autre chose, vous voyez le MIN102, donc le produit de Minorix, qui, comme vous savez, a été testé dans un essai clinique dans plusieurs sites européens. En France, c'était à la Salpêtrière chez Alexandre Dur. Et vous êtes peut-être tous au courant de communiqué de presse que Minorix a fait il y a quelques jours, tout simplement.
Donc, l'essai, en gros, était relativement petit. Le but n'était pas d'arriver à avoir des données suffisantes pour avoir les médicaments approuvés, mais c'était justement d'avoir des informations suffisantes pour dire est-ce qu'on va continuer ou on laisse tomber. Et la conclusion est qu'on continue. C'est-à-dire, on a eu, on s'attendait à certaines choses au niveau de l'IRM. Les patients qui ont fait participer ont dû faire des IRM. Mais bon, comme je peux dire, l'évolution qu'on s'attendait de voir à l'IRM chez les sujets qui ont pris du placebo, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'évolution de ces paramètres, ni chez ceux qui ont pris du placebo, ni chez eux qui ont pris le médicament. Donc, ça n'a pas fonctionné vraiment cet objectif. On se pose toujours la question pourquoi, parce que c'était des données qui semblaient très claires, de la même équipe qui a en fait analysé les résultats de l'étude Minorix, hein, que ce sont Pierre-Gilles Henry et Christophe Langlais, qui sont des Français, mais qui sont à Minneapolis, aux États-Unis. Et donc, on ne s'est vraiment pas encore expliqué pourquoi on a eu ces questions. Probablement, ça nous dit qu'il faut étudier mieux l'évolution sur IRM de la maladie. Il y a le projet TRACK-FA, comme vous savez, c'est un gros projet d'imagerie dans l'ataxie de Friedreich qui va bientôt démarrer, COVID permettant. Et donc, dans plusieurs sites, un peu dans plusieurs continents, et qui nous donnera peut-être sûrement des indications, meilleures indications sur comment utiliser l'imagerie pour évaluer, par exemple, l'effet d'un traitement. Donc, ceci dit, il y a eu quand même de signes de bénéfices, par exemple, avec ce test de dextérité de membres supérieurs qui s'appelle le CCFS. C'est un test où il faut mettre de petits bâtons dans des trous et cliquer de boutons. Essentiellement, il y a eu une amélioration là et il y a aussi eu des paramètres d'imagerie, pas celui qui avait été identifiés comme primaires, mais d'autres paramètres d'imagerie qui ont donné des signes d'amélioration. Donc voilà, apparemment, Minorix est en train maintenant de réfléchir sur comment l'utiliser. De nouveau, il faudra vraiment négocier avec les agences régulatrices, mais je pense qu'ils vont planifier un essai plus large que j'espère va commencer l'année prochaine. Massimo, excusez-moi, il y a eu deux questions sur Minorix, évidemment, cette semaine, parce que, étant donné que ça a été publié cette semaine, ça suscite pas mal d'intérêt. La première question, c'était est-ce que ces résultats pourraient s'appliquer à d'autres ataxies que l'AF? Alors, résultat de Minorix, oui, je pense, parce que, disons, le produit qui s'appelle l'eriglitazone, c'est le nom de la molécule, agit en fait sur une voie biochimique qui peut faciliter la fonction des mitochondries et la réponse au stress oxydatif. En effet, la même molécule est actuellement à l'essai dans une autre maladie qui s'appelle l'adrénoleucodystrophie, qui peut donner aussi de l'ataxie, mais disons c'est une maladie dans laquelle on a une destruction de la myéline dans le système nerveux central. Le mécanisme de base est différent de celui de l'ataxie de Friedreich, mais là aussi, il y a la possibilité que sa même molécule, en agissant sous ces voies très générales, disons, de résistance cellulaire et de production d'énergie, puisse donner un bénéfice. Donc, je ne connais pas encore les résultats, je pense que l'essai est encore en cours. OK. Merci. Et alors, NAD et exercice. Bon, NAD est une cofacteur, disons, qui participe, une petite molécule qui participe à plusieurs réactions dans la cellule qui produisent de l'énergie, et l'exercice, bien sûr. Tout ça, alors l'exercice, on sait que, par exemple, a un effet positif sur d'autres maladies du système dégénératif du système nerveux, notamment, par exemple, la maladie de Parkinson.
on a vu ça au niveau des modèles animaux et on a aussi des données cliniques qui évidemment plaident en faveur d'un effet favorable de l'exercice physique. On a déjà quelques données préliminaires sur l'ataxie de Friedreich qui aussi suggèrent que l'exercice pourrait faire du bien. Alors, évidemment, il faut faire de manière contrôlée. On sait que certains patients avec l'ataxie de Friedreich ont aussi des problèmes de cœur, donc il faut faire attention. Mais ceci dit, mais ça me paraît une bonne idée de tester de manière systématique l'exercice, pas seulement comme disons, partie d'un projet de réadaptation fonctionnelle, mais vraiment aussi comme traitement de fond de la maladie. Au-delà du fait que l'effet de rétablir une certaine force musculaire peut faciliter la marche, peut faciliter la station debout. Donc, il y a des effets directs de côté réadaptation fonctionnelle, mais on pourrait avoir quelque chose même en plus. Alors, dans les prochains diapos, finalement, on peut les passer rapidement. Il y a ces fameuses... Excuse-moi, il y avait juste une dernière question là sur cette diapo-là. Qu'est-ce qu'on appelle le NAD? Où ça? Sur la diapo suivante, pardon. Oh, okay. Qu'est-ce qu'on appelle NAD? Ce qui est en bas à gauche là. Ouais. Nicotinamide adénine dinucléotide est une molécule qui dérive d'une vitamine, de la nicotinamide en fait, qui à l'intérieur de la cellule participe à des réactions qui produisent de l'énergie, des réactions d'oxydation et des réactions qui produisent de l'énergie. Est essentiel pour ce type de réaction. Ok, merci. Donc, alors, ces fameux pipelines et la FARA met toujours dans son site web, disons, ces schémas de tous les traitements qui sont actuellement en développement pour l'ataxie de Friedreich. Disons, montrant plus ou moins où il se trouve, découvert le labo, développement préclinique, autorisation de tests sur les humains, autorisation de tests, hein, pas autorisation comme traitement reconnu, et puis les différentes phases des essais cliniques jusqu'à l'autorisation et des mises sur les marchés. Alors, vous voyez que entre 2019 et 2020, il y a eu une certaine évolution, certaines de ces approches, on a un peu avancé, soit dans la phase préclinique ou clinique, bien évidemment celui de REAT, et ici un peu de manière un peu optimiste avait été mis déjà à la veille de l'autorisation de mise sur marché. Maintenant, on sait qu'il faudra faire un autre essai de phase 3. Retrotop est en phase 2, PTC veut faire l'essai avec le 743, faire un essai de phase 3, qui est déjà, je pense, en phase suffisamment avancée d'organisation. Je pense qu'il va démarrer bientôt dans plusieurs sites de deux côtés de l'Atlantique. L'exercice, évidemment, est encore un peu plus préliminaire. Mine 102 est arrivé à la phase 2, et donc il va passer à la phase 3 l'année prochaine, probablement. Ces autres molécules sont un peu moins avancées, mais je vous attire votre attention sur en jaune, le frataxin replacement, donc ces fameuses TAT-frataxine, qui est en train de compléter la première phase, celle qui montrerait qu'il n'y a pas de risque de toxicité, donc qu'elle est bien supportée et que peut être donnée en dose qu'on s'attend qu'il puisse donner un bénéfice. Donc ça, c'est presque conclu. Et donc, il y aura très probablement bientôt une phase 2 dans laquelle on commence à évaluer aussi son activité. Pour ce qui concerne l'étradirine, donc, qui est une molécule, c'est un repurposing, c'est-à-dire c'est une molécule utilisée pour le traitement du sida, et que le groupe Fratagine, c'est le groupe de Rome, de l'Université de Rome. Moi, je pense qu'ils sont en train de lancer un essai sur les patients d'ataxie de Friedreich pour voir d'abord si elle est bien tolérée, etc. Donc, on devrait y arriver. Resveratrol, il est peut-être
début phase 2, mais je ne sais pas bien comment ils sont convaincus de vouloir continuer. Nicotinamide, c'est ce fameux essai NICOF, essai européenne. La nicotinamide, en fait, agit sous ces fameux codes qui donnent ces signaux de stop. Donc, ça devrait servir pour réactiver l'expression du gène. Vous voyez qu'il y a aussi la même molécule qui donne origine au NAD dont on vient de parler, c'est une vitamine. Mais si on parle de donner plusieurs grammes par jour, donc ce n'est pas la vitamine qu'on donne en dose vitamine, c'est vraiment une dose pharmacologique. Dernière nouvelle qu'il espère pouvoir démarrer cet été. C'est une chose qui a traîné beaucoup pour plusieurs difficultés administratives. C'est un essai qui n'est pas sponsorisé par l'industrie, mais c'est vraiment un essai qui est sponsorisé par des agences publiques de financement de la recherche. On verra. Et les autres approches, comme vous voyez, sont encore un peu disons, en phase préclinique. Vous voyez surtout la thérapie génique qui est encore, il n'y a pas encore d'autorisation de tests surhumaines pour l'ataxie de Friedreich, mais vous voyez la longue liste qui n'est pas même pas complète industrie et groupes académiques qui travaillent sur la thérapie génique. Est-ce que vous pouvez répéter quelle est la différence pour ceux qui sont ici entre ce qu'on appelle phase 2 et phase 3? Alors, la phase 2, la première phase est la phase dans laquelle phase 1 est la phase dans laquelle on essaie de voir si les produits, ça peut être de la thérapie, ça va de la thérapie génique à thérapie cellulaire, à médicaments, qu'est-ce que ça soit, les produits, disons, dans le sens large du terme, s'il est bien supporté, s'il ne donne pas de réactions indésirables qui pourraient effectivement, disons, empêcher le développement comme traitement. Ça donne aussi des informations sur l'effet, sur comment le médicament est absorbé, comment il a été éliminé, quelle est sa durée. Et donc, par exemple, quelle est la dose peut-être qu'il faudrait utiliser. Donc, ce sont toutes des informations préliminaires. La phase 2, on essaie de raffiner un peu cette information, donc de collecter plus d'informations sur la sécurité du traitement, sur l'effet qu'il ne soit pas trop toxique, mais commence aussi à avoir, disons, la phase 2 a déjà des objectifs d'évaluer l'efficacité. Donc, ça donne déjà des objectifs qui permettent de voir si effectivement le médicament a la possibilité de donner un bénéfice sur le plan clinique. Peut-être d'abord en essayant de regarder ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'était le cas par exemple de Minorix, mais on avait aussi de paramètres cliniques comme mesure. Et finalement, la phase 3 est quand, sur un nombre plus large de patients, sur la base de toutes ces informations, on essaie de démontrer vraiment qu'il y a un bénéfice clinique et que ces bénéfices dépassent les risques éventuels. Et donc, c'est la phase finale qui permet puis l'autorisation des mises sur le marché. Il y a quelqu'un qui s'est mis... Ah, c'est bon, pardon, vous pouvez continuer. Ouais. Voilà. Je vois que quelqu'un dans le chat a écrit que c'est quelle tristesse qu'un essai académique traîne, ne pas sponsorisé. Oui, je pense qu'ici, il y a eu des difficultés qui n'étaient pas vraiment des difficultés liées au financement, mais vraiment des difficultés administratives, organisatives. Et c'est vrai que la raison n'est pas tellement le manque de sous quand le fait que de données sponsorisées par la clinique, vous avez toute une équipe qui est mise à disposition qui fait ça comme métier. Et que par contre, dans le monde académique, avoir quelqu'un qui à temps plein, parce qu'il faut quelqu'un qui le fasse à temps plein, se charge de... Il faut une équipe, pas une seule personne qui se charge à temps plein d'organiser l'essai, c'est ça un peu la difficulté. Certaines entités académiques ont ce type de service, mais ce n'est pas toujours le cas.
Alors, nous avions finalement, je pense, une dernière diapo, croisement entre les approches et les pipelines. Et donc, Ouais, c'est sur, voilà, sur le slide suivant. Ouais. oui, c'est plus ou moins un résumé de ce que nous venons déjà de dire. Donc, finalement, dans la toute dernière diapo, je pense, avait le message final. Hein, conclusion. Conclusion. Ouais, c'est ça. Et alors, que plusieurs essais cliniques sont en phase 2B, oui, parce que puis il y a une subdivision plus spécifique, il y a des différents types d'essais cliniques, mais disons en phase 2 avancée ou en phase 3, avant l'autorisation de mise sur le marché, c'est vrai. Le temps des malades n'est pas celui des chercheurs, ça c'est Pierre Rustin, mais c'est tout le monde, je pense, partage ça, côté malade, côté chercheur. Mais c'est vrai que le message est qu'il n'y a jamais eu autant d'équipes de recherche qui travaillent sur la taxi de Friedreich dans le monde et aussi qu'il n'y a jamais eu tellement disons, d'industries qui travaillent dessus. Seulement au courant de 2020, j'ai été contacté par plusieurs sociétés qui voulaient avoir des avis à propos de leurs projets, de programmes qu'ils sont en train de mettre en place pour la taxi de Friedreich avec différentes approches. Donc, si on avait déjà assisté à une croissance assez impressionnante disons, depuis le début, la fin des années 90 et disons, il y a quelques ans, avec pas de participation industrielle à la première réunion de la FARA, et puis à la suivante, il y en avait une ou deux ou trois, et puis finalement, maintenant, on est passé aux dizaines vraiment de sociétés qui s'intéressent, qui ont des programmes sur la taxi de Friedreich. Ça, c'était explosif. Et maintenant, je pense, ça continue de manière exponentielle. Et voilà. Il y avait peut-être, enfin, alors, il y a encore pas mal de questions un peu spécifiques, mais il y avait une question, je pense qu'on doit vous poser assez souvent en ce moment, qui semble intéressant pour tout le monde. C'est une question de Fabrice. Donc, les recherches concernant la COVID-19 ont accéléré la sortie de traitements à base de l'ARN messager. Est-ce que cette recherche peut être bénéfique à la recherche sur la taxi pour booster le niveau de frataxine, chez les patients qui sont touchés? Non, je pense que c'est une question pertinente et intéressante. Il faut dire que pour faire disons, les vaccins dirigés contre le virus et le SARS-CoV-2, l'idée d'introduire de l'ARN messager dans les cellules du sujet qui reçoit les vaccins, de manière de faire exprimer deux morceaux de virus par ces cellules qui puissent soient reconnus par le système immunitaire et évidemment a été très intéressant et a réussi d'une manière spectaculaire. Mais ici, le concept était d'avoir une expression très transitoire. L'ARN messager qui est introduit dans les cellules pour disons avec le vaccin pour la COVID-19 est un ARN messager qui dirige la synthèse de ces protéines et puis qu'il est dégradé, il disparaît de la cellule. Et c'est ça le concept, c'est ça ce qu'on veut dans ce cas-là. On ne veut pas que les cellules continuent à exprimer ces antigènes au risque de déclencher une réaction immunitaire contre soi-même, vous savez, donc, ou une réaction immunitaire excessive et même un processus d'auto-immunité. On veut que ça soit très transitoire. Alors, dans le cas du traitement de l'AF, ce que nous voulons, c'est quelque chose de permanent. C'est le contraire. On veut quelque chose qui puisse rétablir une production suffisante de frataxine à long terme à vie. Mais, disons, la manière d'introduire cet ARN messager, etc., le fait que, par exemple, pour la thérapie génique, nous ne sommes pas obligés à penser exclusivement virus ou AAV, il y a aussi d'autres vecteurs, hein, par exemple, qu'on pourrait imaginer d'utiliser pour la thérapie génique et qui pourraient s'inspirer à certaines choses qui ont été faites pour les vaccins anti-Covid. Mais à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il y a déjà quelque chose à ce niveau-là pour l'AF. Mais c'est vrai que nous avons appris énormément.
OK. Merci. Alors, Juliette, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis favorable au vaccin anti-Covid et via la reine messager pour être des sujets plus à risque. Moi, je vais le faire dès que possible. Je suggère à tout le monde de le faire. Je ne sais pas si je le ferai en Belgique ou quand j'arriverai à Montréal, mais ça dépend un peu de temps pour ça, mais je le ferai sûrement au début de l'année. OK. Et si je l'ai fait, je vous dis, je me mets à risque, mais je pense que les personnes qui ont la taxi de Friedreich n'ont pas de risque particulier à faire le vaccin, mais par contre, certaines peuvent avoir des risques particuliers à faire la COVID. Donc, à mon avis, il n'y a pas de doute. OK, il y avait une autre question assez générale qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. Avec tous les essais dont vous avez parlé, lequel vous paraît le plus prometteur et le plus rapide à se concrétiser? J'ai des conflits d'intérêts, je ne peux pas le dire. De manière objective. Je ne peux pas dire de manière objective. OK. Merci. OK, super. Bon, il y avait encore quelques questions. Si vous avez encore quelques minutes, Massimo. Moi, je vais considérer de pouvoir rester jusqu'à 19h. Puis, j'ai des invités ce soir. En Belgique, on peut inviter 2 personnes. Donc, voilà, je suis seul, donc on sera 3. On va prendre ces risques. D'accord. Alors, encore quelques petites questions. Alors, pour revenir peut-être sur un des slides de la présentation, c'était une question de Véronique sur le slide 24. Est-ce que cette protéine serait plus simple à distribuer dans la mitochondrie? Sur la diapositive 24. OK. Frataxin mimetic. Alors, on parle effectivement, alors, remplacer la frataxine par une autre protéine, ça, je ne suis pas sûr que ce soit plus facile à distribuer que la frataxine elle-même. Par contre, pour la partie en haut de ces diapos, on pense à ce qu'on appelle des petites molécules, par exemple, qui pourraient agir à la place de la frataxine, interagir avec le même partenaire que la frataxine, qui sont ces protéines qui s'appellent NSF1, ISQ, etc. Et disons, faciliter la fonction de la frataxine. Sinon, par exemple, c'est vrai qu'une forme modifiée de ISQ peut, disons, fonctionner sans frataxine, mais modifier ISQ, alors c'est peut-être plus facile de modifier la frataxine elle-même. Mais bon, donc je suis plutôt partant pour cette approche en utilisant ce qu'on appelle de petites molécules, des choses qu'on peut donner dans une pilule, plutôt qu'une protéine. OK. Alors, il y avait une autre question un peu plus spéciale. Donc, c'est Didier qui est papa de Luna, qui est porteuse de l'AF. Donc, Didier, il a une hémochromatose, c'est-à-dire trop de fer dans le sang. Est-ce que cela a un impact avec l'AF? Alors, c'est intéressant. On avait essayé d'adresser cette question de nouveau il y a une vingtaine d'années quand j'étais à Montréal. On avait essayé de génotyper, parce que pour l'hémochromatose, il y a essentiellement une mutation qu'on retrouve très souvent, toujours la même. Je parle de la forme plus fréquente d'hémochromatose. Il y a des différentes formes d'hémochromatose, mais celle la plus fréquente, et c'est une maladie récessive comme l'AF, donc il y a des porteurs qui sont très fréquents en fait. Dans la population de l'Europe occidentale, c'est énorme le nombre de porteurs, et donc c'est la maladie, la condition récessive probablement la plus fréquente. On avait essayé de génotyper des patients AF pour l'hémochromatose, de voir si on trouvait des porteurs ou même des homozygotes, donc des gens qui avaient les deux, et de voir si leur AF était rendu pire par l'hémochromatose. Et les résultats n'étaient pas clairs, probablement parce que finalement les chiffres, malgré tout, n'étaient pas suffisamment larges. Mais
ma crainte est que oui, que probablement, mais je ne peux pas être sûr. On avait l'impression que probablement ça aurait pu aggraver la F et avoir les deux en même temps. Beaucoup moins pour l'état des porteurs. Ok. Alors, il y avait une autre question une question de Romain. Est-ce que l'AF a un impact sur la reproduction des gamètes, sur la quantité des gamètes? Alors, si je parle pour expérience, c'est-à-dire gens qui ont l'AF et qui ont eu des enfants sans trop de difficultés, je devrais dire que sur le plan pratique, non. Alors, je ne sais pas s'il y a des fines différences, mais en pratique, je n'ai pas vu l'AF comme quelque chose qui donnait de la stérilité ou des difficultés reproductives à ce niveau-là. Difficultés reproductives, c'est celle comme je peux dire, quand on a un bébé, c'est un gros effort. Là, il faut donc, mais ça, c'est pas vraiment, ça n'a rien à faire avec la stérilité. Donc, moi, j'ai vu plusieurs personnes avec l'AF avoir des enfants. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a un problème majeur. Ok. Je vois encore. Oui, il y a encore pas mal de questions. Alors, il y en avait une quand même qui a été posée auparavant, donc je me permets de vous la poser. C'était une question de Sylviane Gano, concernant est-ce qu'il y a des avancées concernant les difficultés visuelles, concernant la malvoyance, notamment pour ceux qui sont en fauteuil. Voilà. Alors, là, je pense que c'est quelque chose que, par exemple, qui fait de la thérapie génique actuellement considère aussi de cibler l'œil, surtout pour des patients qui ont de gros problèmes visuels. Et en général, le concept d'avoir un traitement qui doit arriver au système nerveux central, parce que le problème visuel est au niveau de nerf optique, mais aussi à l'arrière dans les voies optiques. Ça a été clairement démontré. Donc, oui, il n'y a pas, à ma connaissance, autre que des projets d'éventuellement voir s'il est nécessaire de cibler effectivement de nouveaux traitements spécifiquement au niveau oculaire. Alors, je dois dire qu'il y a certaines personnes qui ont l'ataxie de Friedreich et qui malheureusement font des pertes visuelles assez sévères et rapides. C'est rare, mais ça arrive. Normalement, c'est plutôt caractéristique de ceux qui ont une maladie avancée, mais il y a quelques patients occasionnels qui font une chose qui vraiment ressemble à une maladie qui s'appelle la maladie de Leber, l'atrophie optique héréditaire de Leber. Et alors, il y a quelques indications que le Menesis pourrait avoir donné un bénéfice dans le Leber. Moi, j'ai essayé de traiter une patiente, une des rares patientes qui ont ça avec du Menesis. Malheureusement, pour tout avoir, moi, je ne sais pas vous dire, je n'ai pas vu grand-chose comme bénéfice. Je n'ai pas vu de bénéfices en fait, mais je dois dire aussi que tout le processus a été fortement retardé par la bureaucratie qui devait approuver ces traitements, que d'abord a été refusé, disant que c'était un médicament qui n'était pas efficace pour l'ataxie de Friedreich, alors il fallait expliquer que c'était un cas tout à fait particulier, etc. Disons que le médicament de PTC, là, qui sera bientôt à l'essai, ressemble à aussi montrer une efficacité pour ces formes d'atrophie optique. Alors pourquoi je fais référence à ça? Parce que ce sont des maladies mitochondriales. L'atrophie optique de Leber, héréditaire de Leber, est une maladie mitochondriale et probablement partage certains aspects pathogéniques avec l'ataxie de Friedreich, plus évident dans certains cas. Donc, peut-être que ça pourrait aider en attendant d'avoir des traitements de fond comme la thérapie génique ou similaire. Okay, alors justement, il y avait une autre question qui a été posée sur la thérapie génique, une question de Réjeanne. Dans l'hypothèse d'un possible démarrage de la thérapie génique,
l'importance plus ou moins grande de l'amplification de la répétition GAA sera-t-elle un facteur de réussite potentiel de la thérapie? Alors, la thérapie génique, en fait, comme je dis, c'est une espèce de détour par rapport au gène de l'ataxie de Friedreich. Donc, les gènes qu'on va introduire n'ont pas du tout de répétition GA. Et donc, même si le sujet est porteur d'une énorme répétition GA, fait très peu de frataxine, donc a une forme particulièrement mauvaise, disons, sévère de l'ataxie de Friedreich, le nouveau gène qui est introduit est complètement indépendant de ça. D'accord. Alors, il y avait une autre question un peu plus générale de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut préciser le nombre de naissances d'AF, mais surtout le nombre de porteurs sains, donc qui ignorent le risque, pas pour toute la population se fasse tester, mais pour que la famille d'une personne malade se rende compte d'un risque possible? Alors, je me souviens que, de nouveau, à l'époque, dans le labo qui était en coin, Michel Koenig était encore à Strasbourg et s'occupait encore beaucoup d'AF, de recherche AF. C'était qui? C'était bon, quelqu'un dans son labo avait fait tester si je ne me trompe pas, un millier de sujets de contrôle de la population générale avait trouvé 11 porteurs. Donc, ça fait plus ou moins 1%. Mais ça dépend. Ça, c'était la situation en France. Je pense que c'est une situation similaire dans toute l'Europe occidentale et peut-être l'Europe du Sud. Vers l'Europe du Nord et de l'Est, la fréquence est beaucoup moins importante, mais il y en a encore. Ça persiste encore au niveau du Moyen-Orient, mais puis les porteurs disparaissent dans l'Asie de l'Est, dans l'Afrique sous-saharienne, chez les Amérindiennes, etc. Donc, ces valeurs comptent pour l'Europe occidentale. Ok, merci. Alors, il y avait une autre question de Paolo sur la thérapie génique. Est-ce que celle-ci s'appliquera aussi lorsqu'il y a une mutation et une répétition? Alors, moi, personnellement, je vois que beaucoup disons, de ces cliniques actuellement, pour quelques raisons, je pense parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque d'avoir de patients qui peuvent répondre de manière différente ou qui pourrait compliquer l'interprétation des résultats, limite la participation à ceux qui n'ont pas ces fameuses mutations ponctuelles, mais qui sont homozygotes, comme on dit, pour les expansions. Alors, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait les exclure. Je comprends qu'on pourrait avoir quelques difficultés supplémentaires au niveau de l'interprétation des résultats. En plus, il y en a très peu de ces patients. J'ai vu personnellement dans la disparition d'une famille dans laquelle la fille a été inclue dans l'étude Minorix parce que ça les acceptait. Mais puis, fini l'étude Minorix, le parent voulait voir s'il pouvait participer à d'autres études et toutes les autres études excluaient les patients avec des mutations ponctuelles. Moi, je ne suis pas d'accord en ligne de principe et je ne voudrais pas pourquoi les thérapies géniques devraient les exclure. Ok, merci. Alors, il y avait une nouvelle question. On passe un peu, on change de sujet. Pour revenir sur le Minorix, la question c'était quels sont les bénéfices d'un point de vue concret, enfin, soit d'un point de vue moteur, soit d'un point de vue cardiaque par rapport au Minorix. Ouais. Le bénéfice Minorix du point de vue moteur, du point de vue cardiaque. Ouais, moteur ou cardiaque, ou les deux. Ouais. Alors, que le pioglitazone, qui est en fait le médicament duquel l'eriglitazone est disons, dérivé, pouvait donner des problèmes au niveau cardiaque. Les patients qui avaient disons, une insuffisance cardiaque ont été exclus dans cette étude. Et en fait, les patients étaient aussi monitorisés de manière assez stricte pour leur fonction cardiaque. Alors, je peux dire qu'il n'y a pas eu de problème. D'accord? Pas de problème des patients qui ont développé une insuffisance cardiaque.
Mais l'étude vraiment était plutôt, n'était pas du tout aller chercher une amélioration au niveau cardiaque, était exclusivement concentrée sur les aspects neurologiques, avec comme objectif primaire en fait des paramètres d'IRM, donc des résonances magnétiques d'imagerie, pas vraiment disons, les aspects cliniques étaient secondaires. Ceci dit, ce qu'on a vu de côté moteur, qu'il y a eu apparemment, par exemple, une amélioration au niveau de la coordination des membres supérieurs, surtout. Ok, ok, merci. Oui, pardon. Une question suivante, une question d'Andrea. Est-ce qu'on peut utiliser le dosage de la frataxine, donc pour la fratrie et les cousins, s'ils sont porteurs du gène pathologique sans faire de test génétique? Je dirais qu'en principe, oui, mais je ne pense pas que ces tests ont des normes établies qui les rendent fiables sur le plan diagnostique. Donc, je pense que sur le plan diagnostique, c'est toujours nécessaire de passer par un test génétique. Le simple de quantification de la frataxine, par exemple, dans le sang périphérique, peut donner une orientation, mais je ne pense pas. Il y a trop de chevauchements dans un groupe, donc je ne pense pas que actuellement les normes et la validation, disons, nécessaires pour être utilisées à ces propos. Ok, merci. Alors, de toutes les questions que j'avais notées, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les nouvelles questions qui viennent d'arriver, d'Annick. Quand interviennent les essais sur le genre animal dans les phases 1, 2 et 3? Alors, disons que les essais sur les modèles animaux disons, se font avant les essais sur les êtres humains, comme règle générale. Puis, il y a eu des exceptions, sans doute. Il y a eu des essais sur les animaux, par exemple, avec le Mnésis, qui ont été faits après les premiers essais sur les êtres humains. Mais bon, disons, la règle générale est qu'on essaie de voir si on est capable, si on a des modèles animaux appropriés. On en a plusieurs pour la taxie de Friedreich, il n'y en a aucun n'est parfait, mais il y en a certaines qui permettent quand même de tester certains traitements. Pas tous, certains traitements, il faut tester tous des modèles différents pour voir si on a un bénéfice. Puis, il faut aller un peu plus loin parce que, par exemple, pour la thérapie génique, oui, il y a eu des preuves de principe, essentiellement du labo d'Hélène, qui ont montré qu'on peut corriger le problème dans des modèles animaux, mais là, une souris, vous voyez, est un peu plus petite qu'un être humain et a aussi des différences par rapport à l'accessibilité dans différents tissus de virus. Donc là, il faut passer à d'autres modèles, par exemple des primates non humaines, des petits singes, dans lesquels on a déjà une meilleure idée, par exemple, si un vecteur de thérapie génique arrive où il doit arriver, donc dans les systèmes nerveux, etc., et s'il donne, par exemple, des réactions immunitaires indésirables. Donc, il faut arriver à tout ça, et puis une fois qu'on a donné, il faut faire des essais de toxicité dans les modèles animaux. Une fois qu'on a tous ces données-là, alors on peut passer aux essais de phase 1. Ok. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de toutes les questions, soit qui avaient été posées précédemment, ou les nombreuses questions qui ont été également posées pendant le chat. Je ne sais pas, Juliette, est-ce que tu veux apporter quelque chose ou conclure? J'ai écrit craignant que Massimo parte comme ça avec cet invité. Je voudrais encore une fois dire un immense merci à Massimo, à Myriam, qui c'est un duo. Vous allez fonctionner chacun d'un côté de l'Atlantique et avec Farah, etc. et nous, pour la clarté des explications.
Je pense qu'on aura tous le loisir de regarder de nouveau, puisque ça a été enregistré, les diapos et tous les commentaires. Et comme nous disent beaucoup de personnes qui ont l'ataxie, ce qui est bien dans les vidéos, c'est qu'on a le temps, comme on l'avait fait sur la thérapie génique à Nouan pendant 2 heures, 3 heures, c'est de passer, de s'arrêter, d'essayer de comprendre, etc. Donc, ce premier atelier va nous permettre d'intégrer tout ça, et quand on aura digéré tout ça, je pense que là, quand on parlera d'essai, que ce soit les phases, que ça soit à quel niveau ça intervient, je pense que pour nous, ça va être beaucoup, beaucoup plus clair. Et merci infiniment. Et comme je l'écrivais, comme on dit au Québec, chez nos cousins de France, bon séjour là-bas. Et puis, on sait qu'avec ces outils, et de toute façon, on vous verra encore très proche. Vous n'aurez plus tous nos plats régionaux à Nouan, mais ça sera autre chose. D'accord, merci, hein, merci de ce soutien. Et bon, écoutez, l'objectif est toujours le même, n'a pas changé. Donc, où on est physiquement localisé, c'est relativement peu important, surtout à l'heure actuelle. Et bon, et peut-être ça va encore resserrer le lien avec la CAF, hein, votre Tout à fait. jumelle là-bas. Tout à fait. Voilà. Bien. Et peut-être pourquoi pas se voir à Nouan quand il sera encore possible de se voir en personne. John Farmer a traversé l'Atlantique pour y aller et je pourrais Tout aussi. à fait. Alors, si tout va bien, octobre 2021. D'accord, ok. Très bien. Merci à vous hein, pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont préparé, à toute l'équipe qui avons préparé tout ça. Et au plaisir de continuer. Et surtout, on s'accroche parce que vous avez vu à quel point le nombre d'équipes, il y a énormément d'équipes qui travaillent et on va y arriver. On ne sait pas quand, c'est ça le problème. Et en attendant, bisous à tous. Merci infiniment, Charles. Merci à tous. Merci à tous et passez de bonnes fêtes, malgré tout. Merci, au revoir. Massimo, bonne marche. Merci infiniment. Il a disparu. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci.